Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Gaël Pradel pour son invitation, ainsi que l'ensemble des organisateurs de ces rencontres. Pour me tenir dans le temps imparti, je projetterai mon plan au fur et à mesure, ainsi que les références, plutôt que de les énoncer. Pour me tenir à peu près dans le temps imparti, je crains de dépasser un peu. Alors, en introduction, je voudrais souligner que le rapprochement entre mérite et transplantation paraît insolite et même indécent, car les patients ont besoin d'une greffe ou pas. Qu'est-ce que le mérite peut bien venir faire ici? Le serment d'Hippocrate fonde en effet sans ambiguïté la pratique médicale sur le besoin des hommes souffrants sans discrimination. Cette exigence est au bénéfice non seulement du malade, mais aussi du médecin, qui se voit ainsi déchargé d'avoir à décider du bien et du mal, d'avoir à en décider en général et non de façon limitée à son art. C'est le sens de la réflexion de Hans Jonas dans L'art médical et la responsabilité humaine. La valeur de la personne, écrit-il, ne doit pas devenir le critère déterminant l'effort du médecin pour soigner le corps. Seule l'intégrité fonctionnelle du corps est son objet. Cette limitation du mandat médical doit être soulignée pour ne pas surcharger métaphysiquement l'image de l'art médical, afin de ne pas imputer trop de part à la responsabilité du médecin. Un peu plus loin, Hans Jonas compare le médecin au capitaine d'un navire. Son rôle est de conduire les passagers à bon port, et il n'a pas à s'interroger sur la raison pour laquelle chacun d'eux entreprend la traversée. Comment donc en arrive-t-on à introduire la question de la valeur au centre de la relation de soins? C'est-à-dire, comment en vient-on à se demander si un patient mérite qu'on lui attribue un greffon? C'est évidemment que la médecine de transplantation, confrontée à une situation de pénurie et souvent d'urgence, doit continuellement procéder à des arbitrages. C'est aussi que certains patients peuvent apparaître comme responsables de leur maladie, et cela peut décourager l'engagement dans les soins. Ainsi, la question « faut-il mériter son greffon ?» renvoie-t-elle à cet autre « mérite-t-on d'être malade ?» Je me centrerai sur le problème soulevé par l'hépatite alcoolique aiguë, après avoir brièvement rappelé les données du problème et la réponse élaborée par l'Agence française de biomédecine. Le problème a été formulé de façon particulièrement synthétique par Emmanuel Hirsch et Marc Guerrier, selon quels principes appréhender ou négocier des dilemmes à la fois éthiques et déontologiques, dès lors qu'il s'agit, dans l'acte de transplanter, de permettre chaque fois à une seule et jamais à toute personne malade d'accéder à une greffe parfois vitale. Les auteurs campent ici l'inévitable proximité des dilemmes éthiques avec la pratique de transplantation de façon générale. Mais le problème acquiert cependant toute son acuité concernant des malades dont on peut penser qu'ils sont responsables de leur état, comme c'est le cas pour les alcooliques. Peut-on risquer de gaspiller une ressource rare en faisant bénéficier un malade qui, par son comportement, risque d'invalider à très court terme le geste médical, soit parce qu'il n'a pas arrêté de boire, soit en se remettant à boire? La règle des 6 mois d'abstinence paraissait un bon compromis pour ouvrir l'indication de greffe hépatique aux patients alcooliques. Cependant, un tel délai impliquait l'exclusion de fait, par décès pour 70 à 80% d'entre eux, des patients souffrant d'hépatite alcoolique aiguë sans réponse aux corticoïdes. Le problème éthique ainsi posé a initié les travaux de l'équipe de Lille, travaux qui ont établi que ces patients, à condition d'être bien entourés et suivis par une équipe interdisciplinaire, pouvaient bénéficier d'une transplantation hépatique avec les mêmes chances de succès que les autres malades. La règle des 6 mois d'abstinence étant de ce fait battue en brèche, le problème est désormais d'avoir à accepter que des cas d'hépatite alcoolique aiguë se retrouvent classés en situation prioritaire pour l'attribution des greffons. Est ainsi révélé l'ancrage moral d'une difficulté éthique. Peut-on appliquer un traitement égal aux patients alcooliques et aux autres patients? Ainsi que l'écrivent Jean-Louis Payen et Georges-Philippe Pajot, la question se pose ainsi: est-il légitime, compte tenu de la pénurie de greffons, de proposer une transplantation aux malades ayant une hépatite alcoolique sévère, malades coupables, sachant qu'ils sont en compétition avec des malades atteints d'un carcinome hépatocellulaire compliquant une hépatite virale C, post-transfusionnelle, malade victime? On voit nettement comment le problème s'articule.
La situation de concurrence entre les patients est créée par la rareté du bien que constituent les greffons. Mais l'étiologie des pathologies conduisant à une indication de greffe hépatique fait intervenir une dimension comportementale affectée d'une lourde connotation morale, l'alcoolisme. C'est ainsi que la question de la greffe hépatique semble conduire inévitablement à cette surcharge métaphysique que Hans Jonas cherchait à éviter aux praticiens. Et c'est ainsi que surgit le critère, avec beaucoup de guillemets, du mérite. Comment tenir ensemble les exigences d'accorder les soins et de ne pas discriminer les patients quand les soins passent par un bien dont la faible disponibilité exige que l'on discrimine? Ou encore, comment discriminer sans faire intervenir de jugement de valeur? On peut voir la déontologie comme la réponse collective des médecins destinée à les délester de la surcharge métaphysique. Une économie professionnelle, comme la nomme Alexandre Jaunet, qui définit une moralité strictement articulée aux exigences de la profession, une moralité sans moralisme, en quelque sorte. En l'occurrence, pour ce qui concerne le problème posé par l'attribution des greffons hépatiques, la réponse de la profession, à travers l'Agence française de biomédecine, vise clairement à permettre de discriminer les patients sans faire intervenir de jugement de valeur. La procédure tient pour l'essentiel dans la définition d'un score FOI, composé du score MELD, pondéré par des critères logistiques, de temps de transport notamment. Cependant, force est de reconnaître que l'ordre ainsi établi ne fait pas taire toutes les questions. L'inévitable effet pervers des scores d'attribution chiffrés est bien connu des médecins, qui inclinent à inscrire les patients un peu plus tôt ou un peu plus systématiquement qu'il ne faudrait, dans l'espoir d'améliorer la situation du patient ou du centre, ainsi que le remarquent par exemple Serge Dupéret ou Emmanuel Hirsch chez Marc Guerrier. La solution inspirée par la déontologie et formalisée dans les règles d'attribution de points engendre ainsi à son tour des problèmes déontologiques si elle est prise étroitement, sans horizon qui lui donne son épaisseur. Il s'agit donc d'éviter que les règles que la profession se donne pour fonctionner, une façon commune de régler les questions, ne débouchent sur une conception administrative de l'éthique, selon l'expression de Pierre Joannet. Bien sûr, il est légitime qu'une profession formalise le plus possible la réponse à apporter aux situations qu'elle rencontre, de manière à dégager les praticiens de délibérations trop lourdes, en affirmant des façons communes de faire. Cependant, ces difficultés sont l'indication de l'irréductibilité du champ éthique. Aucune application de mesures chiffrées ne peut dispenser d'interroger sa pratique. Mais le problème tient aussi pour beaucoup dans le scandale que peut représenter la priorité donnée à des alcooliques non sevrés. Ainsi que le notait en 2014 le Comité consultatif de bioéthique de Belgique, si l'hépatite alcoolique aiguë devait être retenue comme une nouvelle indication validée de la transplantation hépatique, un groupe de patients s'ajouterait à la liste d'attente de transplantation en position prioritaire qui plus est, et ce, dans une situation de pénurie chronique des organes disponibles. L'effet serait donc d'accroître la mortalité parmi les patients en attente. Dès lors, le problème est de savoir comment éviter, d'un côté, une éthique désincarnée, de l'autre côté, une éthique moraliste, on pourrait dire. La sphère médicale n'est pas étanche à la sphère sociale, et dans celle-ci se trouvent des représentations de la maladie, de l'alcoolisme, de la responsabilité individuelle dans la maladie, qui font que l'on peut être heurté par le verdict d'un score. Les patients alcooliques non abstinents méritent-ils d'être soignés au même titre que les autres? Peut-on considérer comme négligeable, pour ce qui est de l'accès aux soins, une telle pratique addictive qui est pourtant à l'origine de la maladie et peut compromettre la suite? La question bouscule l'identité professionnelle des médecins parce que, comme toute question de bioéthique, si l'on en croit Alexandre Jaunet, elle confronte la profession médicale à ses limites, à ce qui l'excède, notamment du fait que sont en jeu des représentations sociales. La question s'adresse donc, par-delà les professions médicales, à la société tout entière. Les représentations en jeu sont visibles dans le glissement qui s'opère insensiblement du concept de maladie auto-infligée à celui de malade coupable. On comprend que le concept de maladie auto-infligée est une pertinence médicale puisqu'il implique le comportement du patient dans l'étiologie de sa pathologie
et par conséquent indique l'un des points d'action possibles dans le recouvrement de la santé. Cependant, la connotation morale de l'adjectif infligé indique assez la dérive possible du fait de la présence, au-delà de l'usage médical, d'un halo d'assignation à la culpabilité qui peut rapidement faire signe vers une non-collaboration du patient aux soins, laquelle, à son tour, pourrait dédouaner le médecin de son intervention. Plusieurs travaux établissent un lien direct entre les réticences éthiques des médecins à la transplantation hépatique pour maladie alcoolique et la notion de maladie auto-infligée. Ces travaux relèvent également, d'une part, que le taux de réussite de la transplantation, les durées et la qualité de vie post-transplantation ainsi que l'observance du traitement ne sont pas inférieurs concernant les patients alcooliques. Et d'autre part, que les recherches pour fonder la prédictibilité de reprise de consommation alcoolique en lien avec la durée d'abstinence pré-transplantation se sont avérées infructueuses. On peine donc à trouver un argument médical à l'exclusion ou à la limitation de l'inscription des patients alcooliques sur les listes d'attribution de greffons, et l'argument de l'utilité sociale, à quoi sert de greffer un patient qui risque de se remettre à boire, tombe de lui-même, faute de critères de prédictibilité. Cela n'a probablement pas plus de sens que de se demander à quoi sert de greffer un patient qui risque de se faire renverser par un bus, ou de tuer sa femme, ou de devenir un poseur de bombes. La question du bien fondé de l'attribution des greffons hépatiques aux patients alcooliques persiste cependant, car il n'est pas simple d'affirmer que l'alcoolisme devrait être traité comme une variable négligeable en regard de la décision à prendre. La question entre en résonance avec celles qui soutiennent les politiques de déremboursement de la sécurité sociale. Est-ce à la société de payer pour les comportements irresponsables de certains individus ? Ne serait-il pas plus juste que ceux-ci assument pour eux-mêmes les conséquences de leurs actes et de leur imprévoyance ? Ces questions s'inscrivent dans le cadre plus large du néolibéralisme, avec la domination de représentations qui, dans un contexte de pénurie et de concurrence, mettent l'accent sur la responsabilité individuelle au détriment d'une approche sociale et mutualisée des problèmes. Je renvoie à 2 articles particulièrement éclairants sur ce point. Pardon, je suis allée trop vite. Voilà la référence des articles. Je n'ai malheureusement pas le temps de les présenter davantage. 2 points qui abordent ces questions. En définitive, se demander s'il faut mériter son greffon revient à se demander s'il est normal d'engager des ressources rares et de dépenser des moyens publics pour soigner des personnes dont la maladie est corrélée à leur comportement déraisonnable. Les patients qui n'ont pas su protéger leur santé méritent-ils d'être traités comme les autres ? Ne va-t-on pas ainsi encourager l'irresponsabilité, etc. Derrière les difficultés à accepter la position prioritaire de patients alcooliques pour l'attribution de greffons hépatiques, se profile donc une anthropologie néolibérale qui voit l'être humain comme un acteur individuel, souverain dans ses choix, calculant son intérêt pour décider de ses actions, l'homo economicus. La figure du self-made man, emblématique des représentations néolibérales, nous porte à voir l'être humain en pleine maîtrise de ce qu'il est et de ce qu'il fait, entrepreneur de sa vie, propriétaire de son petit capital, santé en l'occurrence, qu'il fait fructifier ou dilapide. Selon cette perspective, il est évident qu'accorder le même traitement aux patients alcooliques qu'aux autres revient à ne pas décourager leur comportement addictif, voire à les inciter à profiter de la solidarité. Une prime au comportement irresponsable, dont la charge est assurée par ceux qui ne se permettent pas de tels comportements. Cette façon simplificatrice de comprendre l'être humain conduit à individualiser des réalités pourtant sociales. Affirmer à l'inverse qu'aucun homme ne se fait tout seul et que nous devons nous comprendre comme essentiellement faits de nos liens aux autres, liens que nous contribuons aussi à tresser, nous place incontestablement devant des paradoxes. Mais sans doute, cette anthropologie plus complexe touche-t-elle plus juste ? Elle ne signifie pas, comme on la caricature parfois, que nous n'aurions aucune responsabilité dans ce qui nous arrive, mais plutôt qu'il s'agit de co-responsabilité, puisque les causalités ne peuvent être pensées dans l'abstraction de la dimension collective. Aucun homme ne saurait vivre de lui-même sans la présence et l'activité des autres,
et doit compter avec celle-ci. Qu'elle soit aide ou entrave, elles sont d'abord la condition de son existence propre. Mais si une vie humaine n'est jamais réductible à des choix souverains, cela signifie que l'imputation individuelle, en quoi consiste le mérite, l'imputation individuelle de ce qui revient à chacun est impossible, c'est-à-dire que si on y procède, elle est nécessairement arbitraire. En s'appuyant sur un auteur, Marcel Mauss, qui avance que nous nous devons tout, les uns aux autres, tout, le pire et le meilleur, on peut être fondé à penser que le paradigme des relations sociales n'est pas le donnant-donnant du contrat, où s'amorce la comptabilité du mérite, mais plutôt le don tel que défini par Marcel Mauss dans l'essai sur le don en 1924 et repris depuis les années 1980 par un mouvement, le MOS, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Ce don, tel qu'il est défini par cet ensemble théorique, n'a pas grand-chose à voir avec la charité. Mauss, témoin de la mise en place des prémices de l'assurance sociale, voit dans la mutualisation de la prise en charge des risques, c'est donc très différent d'une démarche charitable, dans la mutualisation de la prise en charge des risques, une réalisation qui remet les hommes sur le chemin d'eux-mêmes après les terribles errances des débuts de l'industrialisation et l'atomisation sociale qui s'est ensuivie. La même veine d'analyse permet de s'inspirer, concernant l'alcoolisme, de la démarche de Durkheim, qui, constatant l'augmentation du suicide dans les sociétés industrialisées à la toute fin du XIXe, propose de voir dans ce fait, en apparence individuelle, un fait social qui porte témoignage de l'anomie de nos sociétés. Les individus qui composent une société, écrit-il, changent d'une année à l'autre, et cependant, le nombre, ou plutôt la proportion, des suicidés est le même tant que la société elle-même ne change pas. Le taux d'alcoolisme présente le même paradoxe d'un comportement individuel, mais cependant attaché à une société. Alors que la consommation d'alcool diminue régulièrement en France, la proportion de personnes en difficulté avec l'alcool reste stable à 10% de la population adulte, selon les données de l'INSERM. L'alcoolisme, ainsi que le soulignent Pierre Fouquet et Martine Deborde dans leur Histoire de l'alcool, est une pratique dépendante de conditions techniques et surtout socio-économiques. Alors que la technique de fermentation est connue dès l'Antiquité, alors même que l'apparition de la technique de distillation aux alentours du Xe siècle va notablement influer sur les modes de consommation, ce n'est qu'avec la révolution industrielle que se développe un alcoolisme de masse. Comme dans le cas du suicide, la fragilité des solidarités traditionnelles, la fragmentation des cadres de vie sont fortement corrélées au phénomène. Pierre Fouquet et Martine Deborde rappellent aussi qu'il y a eu des usages politiques à des fins de domination de l'alcool. Ils y consacrent un chapitre de leur ouvrage intitulé du mot valise « Alcolonialisme ». Enfin, les variations individuelles du phénomène rendent difficile de s'accorder sur une définition de l'alcoolisme qui ne peut s'objectiver dans la quantité d'alcool ingéré ou la durée d'alcoolisation, certains basculant dans un syndrome de dépendance à l'alcool, le terme promu par l'OMS, à partir de quantités ou de durées minimes. Voilà qui relativise la part de responsabilité individuelle en manifestant la part indéniablement sociale, mais aussi accidentelle, de l'alcoolisme et de ses effets délétères. Les travaux de l'équipe de Lille établissent que le délai de 6 mois d'abstinence n'est pas prédictif d'une reprise de la consommation alcoolique, alors que l'entourage et l'accompagnement du patient sont indéniablement corrélés à l'abstinence post-transplantation. C'est dire que le patient n'est pas seul face au risque de la reprise de consommation d'alcool, mais que celui-ci engage notre capacité à faire lien. L'ancrage social ainsi révélé en amont et en aval des problèmes posés par l'alcoolisme implique que le geste médical de la transplantation ne saurait se suffire à lui-même et doit être pensé en articulation à d'autres professions de santé, ainsi qu'en collaboration avec la famille et les travailleurs sociaux. Comme dans le cas du suicide, et bien que l'un et l'autre événement dépendent de comportements individuels qui se présentent comme des décisions, le destin d'un individu tient pour beaucoup à la solidité du tissu social. Nous ne pouvons donc nous dédouaner de notre responsabilité en déclarant que l'alcoolique mérite son sort, puisqu'il se montre incapable de se conduire raisonnablement, car on n'est probablement jamais capable de quoi que ce soit à soi tout seul.
Il y faut un regard qui ne stigmatise pas l'incapacité, des attentes qui soutiennent et permettent d'oser. En ce sens, la greffe d'organes relève du don tel que Marcel Mauss l'a conceptualisé. Ce n'est pas seulement un geste technique, c'est aussi, par-delà la dimension matérielle de ce qui a lieu, l'affirmation symbolique de la valeur de la personne et du lien qui nous rassemble dans une même communauté. C'est un défi, tout autant qu'une confiance accordée dans la capacité du donataire de se mettre à hauteur de la générosité. En définitive, la difficulté de décider comment attribuer les greffons hépatiques nous convie à réfléchir ensemble à la société que nous formons, ce qui est la définition première de la politique. Être humain, explique Aristote dans une formule célèbre, l'homme est un animal politique, c'est non seulement vivre en société, être un animal social comme les abeilles ou les fourmis, mais en penser quelque chose et en parler ensemble. Avoir quelque chose à dire sur notre interdépendance et ce que nous en faisons. C'est que les hommes, souligne Aristote, disposent de la notion de ce qui est juste ou injuste et de la faculté de langage qui leur permet d'en parler entre eux. Mais cette façon d'être spécifique aux hommes n'a de sens que si nous avons pouvoir d'agir. Or, l'idéologie néolibérale dans laquelle nous baignons, qui imprègne nos représentations, tend à une naturalisation des faits sociaux. L'emblème de la pensée néolibérale est le « il n'y a pas d'alternative » lancé par Margaret Thatcher au début des années 80. L'idée que nous n'avons pas le choix, que les lois de l'économie s'imposent comme des lois naturelles, auxquelles le comportement humain est lui aussi arrimé, nous engage à déserter le jugement sur ce que nous faisons ensemble. Si tout relève d'une mécanique de l'intérêt, il n'y a plus qu'à mesurer et constater la conformité ou l'écart à la norme. L'idée que les comportements humains pourraient être prédictibles puise à cette source, c'est-à-dire à la méconnaissance, ou plutôt au déni, de la faculté humaine d'échapper aux séries statistiques. Lorsque Durkheim nous parle du suicide comme d'un fait social, lorsqu'il repère des séries statistiques qui indiquent des fragilités, ce n'est pas dans le but de repérer les individus susceptibles de commettre ce geste. Probablement la notion de suicider en puissance est-elle aussi absurde que celle de délinquant en puissance. Mais c'est plutôt dans le but d'engager une réflexion sur ce qui, dans la société, produit de telles fragilités. Autrement dit, l'enjeu est politique et non pas gestionnaire. La logique dominante aujourd'hui va tout à fait à l'inverse. Ce retrait du jugement est sensible dans l'évolution de la bioéthique et sa tendance à se tenir dans des formules chiffrées, comme si le repérage des régularités dans les situations observées ou la mesure des interventions pouvait tenir lieu d'analyse ou de boussole, comme si cela pouvait suffire à orienter la pratique en remplaçant avantageusement le jugement et la discussion. Emmanuel Hirsch et Marc Guerrier décrivent ainsi l'émergence d'une éthique algorithmique ou procédurale, un ordre par les scores. Cette approche, continue-t-il, permet d'établir des règles nécessaires. Cependant, elle ne doit pas nous fasciner car elle s'avère fondamentalement incomplète et n'est du reste algorithmique qu'en apparence, puisque critères et pondérations impliquent des choix qui relèvent des champs moral, éthique et politique, et non pas techniques. Les auteurs pointent ici l'irréductibilité du questionnement qui traverse la pratique clinique et l'ancre dans une dimension éthique, mais aussi la forte tentation d'en finir avec ce questionnement, anxiogène et chronophage, et de l'éliminer à l'aide de standards de quantification. Témoin le nouveau paradigme de l'evidence-based medicine dont parle Jean-Marie Mantz, ainsi que la rationalité gestionnaire qui impose désormais ces critères à l'ensemble du champ médical. Du point de vue de la rationalité technique, en effet, l'ancrage du jugement dans l'intuition et la subjectivité constitue une limitation, une source d'erreur. En cela, elle vient en renfort du dogme néolibéral d'une seule voie à suivre, pas d'alternative, ou d'une objectivité qui s'imposerait aux hommes, quoi qu'ils en pensent, une objectivité qu'il serait donc inutile de penser et qu'il n'y aurait ainsi qu'à constater, en aucun cas à discuter. Alors, serait-il souhaitable d'attribuer au score foi, éventuellement en l'améliorant, en l'affinant, un statut d'objectivité tel qu'il se rende exclusif de toute discussion au sujet des priorités à établir dans l'attribution des greffons?
Peut-on rêver d'une situation où il n'y aurait plus rien à discuter? En un sens, oui, bien entendu, tant est lourde la responsabilité d'avoir à décider. Mais en un autre sens, la perspective est terrifiante. Car l'espoir ainsi manifesté d'écarter une bonne fois pour toutes les éléments discutables des décisions, la part du jugement et de l'intuition, présente l'apparence anodine et très raisonnable d'une aspiration à disposer de guides fiables de la pratique. Son caractère redoutable tient à ce que l'on aspire ainsi à réduire les déterminations des décisions à des éléments techniques, réputés objectifs et donc indiscutables. Or, malgré la difficile épreuve d'avoir à affronter des dilemmes, il n'est pas souhaitable d'être défait de l'obligation de se prononcer et de la responsabilité morale qu'elle implique, car c'est précisément ce qui fait que la décision est humaine, qu'elle n'est pas le fait d'une divinité ou d'une machine. Autrement dit, rêver d'éliminer l'ancrage des décisions dans des points de vue, vouloir éradiquer la part de conviction et d'intuition qui nous fait nous prononcer, constitue une attirance pour une forme de déshumanisation. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre qu'il ne faut pas chercher autant que possible à rationaliser et donc à harmoniser les décisions à partir de la prise en compte la plus objective possible de la réalité, mais plutôt de souligner qu'en dernière analyse, aucune décision n'échappe à un positionnement en des termes qui ne sont pas imposés par un constat, mais impliqués par des valeurs. Être humain, c'est non seulement partager une réalité, mais c'est parler ensemble des jugements qu'elle nous inspire. Nous avons en commun de juger les situations que nous partageons, mais nous n'avons pas la même chose à en dire parce que nous ne les voyons pas du même point de vue. Nos jugements, autrement dit, ne s'accordent pas d'emblée. Nous pouvons bien entendu parvenir à un accord, mais si le consensus peut être un point d'arrivée, il n'est certainement pas le point de départ. C'est dire l'importance primordiale des espaces de discussion et du temps pris à la confrontation des différents points de vue. Ça n'est pas que toute décision implique le temps préalable d'une réunion, bien entendu, car certaines situations, évidemment, ne le permettent pas. Mais généraliser les temps de délibération collective, de façon qu'ils fassent partie de l'ordinaire de la pratique médicale, peut utilement desserrer l'étau de la surcharge métaphysique. L'habitude de la confrontation à un regard critique nourrit la délibération individuelle et la soutient. Les différents comités d'éthique à tous les échelons de structures de santé jouent ce rôle. Mais probablement, les temps de discussion devraient-ils être systématisés dans les équipes pour que la parole collective acquiert sa pleine valeur. Sans doute, la surcharge de travail gêne-t-elle cette entreprise qui vise à fournir un substrat collectif à la décision. Aussi bien, une réflexion sur les rythmes et les conditions de travail ne serait-elle pas hors sujet? C'est de saison d'ailleurs. Mais probablement, la gêne vient-elle aussi de notre propension à considérer la discussion comme une perte de temps qui prend sur le temps de travail efficace sa part technique en réalité. La prégnance des représentations techniques et la logique gestionnaire se trouvent donc associées dans une tendance à faire disparaître, en les niant purement et simplement, les questions dangereuses et impossibles, comme le remarque Pierre Legendre. C'est pourquoi il nous faut veiller à développer un art d'interroger qui préserve le questionnement dans sa complexité. Car c'est précisément parce que la technique et les formalisations gestionnaires de la pratique ne suffisent pas et ne sauraient suffire à décider que les questions éthiques se posent, et il en va de notre humanité qu'elles continuent à se poser. Les questions éthiques sont difficiles parce qu'elles sont en un sens impossibles. On ne peut pas savoir qui greffer en priorité, comme on peut savoir quel geste faire en priorité pour greffer. Si savoir il y a dans les deux cas, ce ne sont pas des savoirs du même ordre. L'un s'arrime à la technique, l'autre à l'être ensemble, à la dimension politique. En matière éthique, il y a donc un sens à viser ce que Kant nommait une mentalité élargie, parvenir à penser en commun avec d'autres. Comprendre, c'est étymologiquement englober, prendre avec soi d'autres points de vue. Même si, en dernière analyse, ce sont les médecins qui ont à prendre les décisions, ces questions débordent donc le cadre médical, d'où l'interdisciplinarité des comités éthiques, mais également les appels à étendre la discussion à l'ensemble de la sphère publique. En définitive, les dilemmes qu'affronte la décision médicale interrogent notre façon de faire société.
et ce, jusque dans la façon dont les problèmes sont posés, car la pénurie de greffons, à l'origine des dilemmes, résulte bien d'une attitude sociale largement faite de réticence quant au don d'organes. Emmanuel Hirsch et Marc Guerrier rappellent qu'à propos de l'article 1 de la loi Caillavet, la non-expression d'un refus de donner ses organes équivaut à un consentement, on a parlé de nationalisation des corps. Ils évoquent alors cette déclaration de Philippe Lang. Aujourd'hui, le manque de greffons nous confronte à des choix dramatiques qui n'évitent pas l'injustice. C'est aux médecins de diffuser ce message, c'est à la société qu'il appartient de rompre ce schéma d'inégalité, aujourd'hui sans solution. Serge Dupéret, dans sa contribution au traité de bioéthique, argumente dans un sens analogue. Il se réfère à l'éthique habermasienne de la discussion pour plaider en faveur d'un débat élargi à l'ensemble du public. Mais surtout, il engage dans cette discussion à interroger le statut de la pénurie de greffons. La transplantation est certes victime de ces succès qui augmentent les indications possibles. Mais Serge Dupéret questionne l'évidence de la pénurie de greffons pour engager une réflexion sur le sens du don d'organes. Il déplace l'accent du manque vers le sens, en quelque sorte. Un large débat public pourrait lever la pénurie dans les faits en levant les réticences intimes au don d'organes, à condition de le centrer non sur la nécessité du don, comme toute nécessité indiscutable, mais sur le sens que peut acquérir le don, le sens qui peut lui être donné. Déplacer l'accent non sur ce qu'il faut, sans autre alternative possible que d'avoir à gérer la pénurie par l'établissement de priorités impossibles, mais sur le sens du don, sur ce que cela veut dire. Le don d'organes pose ainsi, en amont des pénuries, la question de la solidarité et, en amont encore peut-être, celle de la dimension symbolique. Comment venir à bout du principal élément constitutif des dilemmes éthiques en transplantation ? En inscrivant le don d'organes, répond Serge Dupéret, dans le cadre plus large du don de vie, de façon à lever un obstacle majeur, le caractère transgressif de la greffe. Au lieu de nous paraître une atteinte à la sacralité des corps, la greffe pourrait alors nous rappeler à notre propre condition d'exister à travers un don, condition universelle, puisqu'à chacun de nous, la vie a été donnée. En conclusion, je dirais que la pratique de la transplantation soulève des questions éthiques parce que ses conditions, sa causalité, mais aussi ses limitations, interrogent, par-delà la technique médicale, notre façon de faire société. La formalisation déontologique des règles d'attribution des greffons joue certes un rôle nécessaire et bénéfique en déchargeant les praticiens d'une bonne part des questions, auxquelles des réponses communes et standardisées peuvent ainsi être proposées. Cependant, elle n'évite pas un reste à charge, puisque la situation de pénurie des greffons sollicite des arbitrages impossibles qui entrent en conflit avec les préceptes du serment d'Hippocrate et bousculent l'identité professionnelle des médecins. La prégnance de la rationalité technique, renforcée par les représentations néolibérales, tend à favoriser une réponse en termes gestionnaires. Lorsque la pathologie qui conduit à l'indication de greffe hépatique relève d'une variable comportementale moralement réprouvée, comme c'est le cas pour l'alcoolisme, la notion d'utilité sociale appliquée à une situation de concurrence peut rapidement verser dans une approche qui évalue le mérite à bénéficier d'une ressource rare. Le problème soulevé par le cas de l'hépatite alcoolique aiguë interroge le cadre plus large des représentations sociales. Peut-on être considéré comme responsable de sa maladie ? Si, comme le montrent les travaux de l'équipe de Lille, le patient n'est pas seul face au risque alcoolique, si celui-ci peut être pensé sur le modèle élaboré par Durkheim à propos du suicide, alors la réponse médicale ne peut se cantonner au geste de la transplantation et la question du mérite ne peut ainsi s'imposer aussi directement. Par-delà, le constat même de la pénurie de greffons convie la profession médicale à engager une réflexion dans l'ensemble de la sphère publique sur le don d'organes. Cependant, concernant une pratique qui bouscule notre rapport à la sacralité de la vie et des corps, la discussion est indéniablement très délicate à instaurer et à conduire. La tentation pourrait être de la rabattre sur les données techniques orientées par la préoccupation gestionnaire, le manque de greffons, et la règle du donnant-donnant. Il est à craindre cependant que ce registre ne tue le débat public en le plaçant du côté de la nécessité, c'est-à-dire de ce dont il n'y a guère lieu de discuter. Or, en se développant, la pratique de la transplantation vient mettre à l'épreuve notre façon de vivre la communauté humaine.
et c'est sur quoi il est du premier intérêt de confronter nos points de vue. Que voulons-nous faire de la technique de la transplantation ? Quel est l'horizon politique que nous voulons lui donner ? C'est-à-dire, que voulons-nous affirmer ? Que voulons-nous faire exister à travers la possibilité technique d'une circulation des organes des morts aux vivants, et même désormais entre les vivants ? C'est probablement le chemin qui est à privilégier pour qu'inversant le questionnement du mérite vers le don, émerge une nouvelle représentation de la solidarité, à même de desserrer l'étau de la pénurie de greffons. Bon, je pense que j'ai dépassé, je m'en excuse, et je vous remercie de votre attention.